Mesdames et messieurs, chers abonnés de la chaîne Un peu plus Média, encore une fois, content de vous recevoir, content de vous savoir que vous êtes nombreux devant vos téléphones, vos ordinateurs, pourquoi pas vos postes et téléviseurs, pour suivre votre émission d'analyse politique sur le plateau de votre humble serviteur David Aigle qui vous donne toute l'actualité de la semaine sociopolitique congolaise. Avant de commencer le menu à l'ordre du jour, permettez-moi de remercier la personne par laquelle ceci est possible, notre patron, le coordonnateur de cette chaîne, Prince Mpata depuis la France, ainsi que toute sa famille. Aujourd'hui aussi, si vous avez apprécié la qualité de l'image, si vous continuez toujours à les apprécier sur votre chaîne, veuillez remercier l'ingénieur Igor Ntsingui, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est lui qui nous place, qui fait le positionnement, c'est lui qui nous donne tout ce qui est technique pour que nous puissions aussi bien arriver dans vos téléphones. Aujourd'hui, nous sommes aussi sous la réalisation exclusive du Mignon de la presse et Jérémy Kingani. C'est lui qui est le réalisateur d'aujourd'hui. C'est lui qui nous a... celui qui nous coordonne. Donc, mesdames et messieurs, chers abonnés, chers internautes de la chaîne Un peu plus Média, nous avons un menu assez garni aujourd'hui parce que d'après notre dernière analyse, beaucoup de choses, beaucoup de l'eau s'est coulée sous le pont sur l'actualité sociopolitique de notre pays. La RDC est un pays à multiples facettes. Nous pouvons nous réveiller aujourd'hui, il y a telle situation, nous pouvons nous endormir et nous réveiller le lendemain avec une telle situation. Il faut s'y faire comme ça puisque le pays ouvre beaucoup d'aléas politiques par rapport à la coalition, par rapport à tout ce qui s'est fait, par rapport aux efforts fournis par le gouvernement pour que nous puissions un peu nous retrouver. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, chers internautes, vous qui nous suivez de partout, nous commençons avec une nouvelle nécrologique malheureusement. Nous nous sommes réveillés aujourd'hui avec la mort d'un des fils du pays et pas le moindre. Il s'appelle M. Lumumba Kizenga. La composition de tous ces deux noms, ça donne le nom de Lugi. Donc c'est M. Lugi Kizenga. Il nous a laissé depuis la nuit d'hier, lundi 1er juin, suite d'une maladie. Il était malade. Il avait une maladie, il souffrait dans son corps. Il nous a laissé. Il a été conduit de manière urgente à la clinique de Ngaliema. C'est là où malheureusement Dieu lui a retiré. Donc il était, pour rappel, le secrétaire permanent digne fils de Antoine Kizenga Fungi qui nous a laissé, notre papa qui a commencé la lutte depuis longtemps, un compagnon de Lumumba, un fils idéologique de Lumumba. Alors il a commencé la lutte. À sa mort, il a laissé le parti, le PALU, le parti lumumbiste unifié. Il a laissé ça au bras et entre le main de son fils Lugi Kizenga. Alors c'est aujourd'hui que malheureusement, selon le plan de Dieu, il nous a quittés depuis la clinique Ngaliema. Je pense qu'il y a déjà beaucoup de réactions de la part des élus de ce parti, entre autres l'honorable Patrick Mouyaya. Il a tweeté pour présenter ses condoléances, ses propres condoléances lui-même, ainsi que ses condoléances à la famille biologique et à la famille politique de l'illustre disparu. Sans oublier que M. Lugi Kizenga, étant digne fils d'Antoine Kizenga, il a accompagné son père précisément en 2006, lorsque celui-ci s'est présenté à l'élection présidentielle en 2006. Arrivé au deuxième tour, il a été obligé de faire coalition avec Joseph Kabila. C'est à ce niveau-là que le PALU pris la primature. Nous avons connu des personnages comme Martin Kabelulu, nous avons connu des personnages comme Mayobo dans le gouvernement d'Union nationale à l'issue des élections de 2006. Donc Lugi Kizenga est un grand combattant, il a accompagné son père depuis 2006. Arrivé en 2011, le PALU est toujours resté dans la coalition, cette coalition que nous avons appelée AMP, donc Alliance pour la majorité présidentielle, où nous avons connu la participation de M. Adolphe Muzitu comme Premier ministre de 2011 jusqu'en 2013. Alors, à part cette note nécrologique, je pense que toujours sur cette chaîne, nous vous annoncerons toutes les modalités affectées à son enterrement. Nous sommes malheureusement en plein confinement. Vous le savez bien que nous ne pouvons pas, le pays ne peut pas célébrer de festes funéraires comme d'habitude, mais néanmoins, nous pensons qu'il aura quand même des cérémonies dignes de son niveau, dignes de son rang. Deuxième menu, mesdames et messieurs, chers internautes, nous avons, selon la domination de l'actualité, aujourd'hui, mardi 2 juin 2020,
Le chef de l'État, M. Félix Tshisekedi Tshilombo, s'est rendu au Palais du Peuple pour assister à la prestation de serment du nouveau procureur de la République près la Cour constitutionnelle. Il répond au nom du juge Jean-Paul Mukolo. Nous rappelons bien sûr que sous la coordination de M. Luamba, lui qui est le juge président de la Cour constitutionnelle, aujourd'hui, sous la coordination, la surveillance et la présence de M. Kashmir Kolongele Eberende, en sa présence, le procureur général près de la Cour constitutionnelle, M. Mukolo, a prêté serment. Le serment au nom du respect de la Constitution. Il s'est aligné à servir son pays et à servir les lois du pays sous la présidence de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le chef de l'État a pris, bien sûr, acte de sa prestation de serment, vu que la situation du pays, le pays traverse des zones de turbulence. De demain, M. Jean-Paul Mukolo se mettra au travail pour assurer toutes les échéances politiques, toutes les échéances judiciaires. Comme vous le savez bien, le pays est devenu la République des juges, hein, comme l'avait si bien souligné Mme Janine Mabunda, qui s'est posé la question sur les magazines Jeune Afrique, si le pays est devenu la République des juges. Et voici que maintenant nous avons un nouveau procureur. Nous le souhaitons un fructueux mandat et surtout une impartialité sans égale pour que tous les dossiers de l'ancien régime soient rétablis en bonne et due forme. Troisième menu, mesdames et messieurs, nous restons toujours à votre antenne. Une situation houleuse, une situation tumultueuse au sein de l'Assemblée nationale avec M. Jean-Marc Kabound Akabound. Celui-ci, président AI du parti présidentiel, l'UDPS, avait été victime, bon, on peut appeler ça de la victimisation. Il était atteint d'une motion, comme vous le savez, chers internautes. Nous savons que vous suivez de manière minutieuse l'actualité de votre pays. Jean-Marc Kabound atteint d'une pétition initiée par l'honorable Jean-Jacques Mamba, l'élu de Lukunga dans le registre du parti politique MLC. Jean-Jacques Mamba lui a fait une pétition, comme vous le savez très bien. Au-delà de tout, il y avait d'abord eu de correspondance. L'honorable Jean-Jacques Mamba a écrit à son collègue Jean-Marc Kabound pour l'éclaircissement sur l'affaire 7 millions. En effet, Jean-Marc Kabound, intervenu sur la radio Top Congo, il avait fait allégation de 7 millions comme somme budgétaire, dépenses faites lors de toute organisation d'un congrès. Le congrès qui réunit les deux chambres, la chambre haute et la chambre basse du Parlement. Alors Jean-Marc Kabound, pour éviter à ce que l'État et le Trésor public ne puissent saigner de ces montants-là, il avait souhaité qu'il n'y ait pas organisation de congrès pour la promulgation de l'état d'urgence, de telle sorte que les 7 millions soient épargnés. Jean-Jacques Mamba avait écrit une correspondance à son hôte, lui disant, chers collègues, bon, merci de nous éclaircir, mais nous avons besoin, nous aussi, d'éclairer nos bases, puisqu'il nous pose désormais la question, 7 millions, alors que nous, la base, nous, les électeurs, nous souffrons. Jean-Marc Kabound, chers collègues, chers présidents, chers vice-présidents de l'Assemblée, veuillez nous éclaircir quant à ce. Le président AI, le général Jean-Marc Kabound, n'a pas fait signe, n'a pas toussé, il a fait semblant, il a fait fi de toute cette communication. Jean-Jacques Mamba lui écrit une deuxième lettre. Celle-ci, comme la première, n'a pas eu gain de cause, n'a pas eu de réponse. L'honorable Jean-Jacques Mamba, élu du MLC, a voulu se faire accompagner de ses deux autres collègues pour rencontrer et échanger avec Jean-Marc Kabound. Malheureusement, nous ne savons si c'est de l'entêtement ou si c'est... nous ne savons quelle motivation. Il n'a pas voulu recevoir ses collègues. C'est pourquoi... motivé de cette, je dirais motivé de ces manquements de la part de son collègue, Jean-Jacques Mamba a initié une pétition. La pétition s'est passée de la manière dont vous connaissez tous, avec 62 signatures entre guillemets. L'homme a pu récolter les signatures et a remis cela au bureau. Le bureau de l'Assemblée nationale a jugé bon d'initier et de présenter cette problématique au niveau des élus, de telle sorte que cela a été élu. Le problème est que la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda Lioko, a rencontré dans la matinée, il a rencontré le chef de l'État pour discuter sur l'affaire Jean-Marc Kabound. Ils ont parlé. Nous pensons que le président s'est attelé sur la démocratie. Il n'a pas voulu interférer sur le problème qui touche au niveau de la démocratie parlementaire. Il a laissé faire. À 22 h pile, alors qu'il y avait bagarre entre les élus de l'UDPS, il y a eu néanmoins vote. Sur la présence de 398 députés se trouvant dans la salle,
des 186 furent pour la destitution de Jean-Marc Kabound, avec 19 contre et 9 abstentions. Bref, Jean-Marc Kabound a été déchu de son poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale. L'homme qui tweeta à minuit. En résumant, il dit le complot du FCC est un complot ourdi, calculé de longue date, donc cela ne me surprend pas. Mais du moins, moi, Jean-Marc Kabound, je sors et je quitte la tête haute. Je quitte la tête haute et je n'ai pas de honte à avoir dénoncé tous ces malfrats. Tumulte, je pense que vous avez suivi, chers abonnés, nous avions fait une couverture médiatique sur la place limitée le lendemain. C'était déjà prévisible que le député, plutôt que le combattant, le cadre de l'UDPS, c'était déjà prévisible qu'ils ne soient pas d'accord par rapport à la décision de leur président, le président AI du parti. Le lendemain, à Limité, il a fallu une intervention policière grave pour maîtriser un peu la situation parce qu'il y avait des ordres, le motard, le cadre, le combattant, tous étaient debout pour s'insurger contre cette procédure. La colère c'était au niveau de la coalition. Le député et le cadre du MLC, du PPRD, se sont insurgés sur la coalition puisque FCC, réputé allié, bon, pas réputé, mais reconnu allié de l'UDPS. Comment il a permis que l'un d'eux soit atteint d'une pétition, mais celui-ci, ces derniers ne soient pas épargnés, puisque la majorité parlementaire revient au FCC. FCC étant directement allié au cash, bien qu'ils sont passés par le vote, ce qui est une démarche démocratique, ils pouvaient néanmoins protéger les intérêts de la coalition. Alors, étonnement, chose a été grande a été la chose de reconnaître que Jean-Marc Kabound a été comme une victime expiatoire, puisqu'il a été passé, il a été passé un peu au désaveu de la coalition. Janine Mabunda, avec tous ses collègues du FCC qui pouvaient protéger les intérêts et qui pouvaient aussi protéger l'un d'eux, n'ont pas souhaité assez que l'homme, peut-être selon les directives de King Ankati, conformément aux déclarations de Lambert Mende. Lambert Mende lui a posé la question, il avait bien dit que nous, les élus du FCC, nous allons nous conformer à ce que nous dira notre autorité morale. Donc la décision de Jean-Marc Kabound laisse entrevoir que c'est justement l'autorité morale du FCC, en l'occurrence M. Joseph Kabila, qui a souhaité à ce que Jean-Marc Kabound soit sacrifié, puisque s'il est resté directement en bonne relation avec le président de la République, il pouvait protéger Jean-Marc Kabound au nom de la coalition. Ce n'est pas un secret, tous connaissons que le FCC est allié au cash. Lorsque l'un du cash ou l'autre du FCC a un problème, il faut, au nom de la solidarité politique, au nom de la solidarité de la famille politique, il faut que le président, entre autres M. Alexis Tambwe-Mwamba, entre autres la présidente Janine Mabunda, ils peuvent couvrir le dégât ou bien ils peuvent couvrir l'un qui est touché. Mais malheureusement, Jean-Marc Kabound s'est trouvé comme sacrifié. L'homme s'est dit de sortir un peu de la tête haute, mais malheureusement, alors, depuis ces jours-là, il y a eu une friction. Il y a eu une friction de la part de combattants. Désormais, UDPS a maintenant deux courants de pensée. Le premier courant de pensée, c'est celui de Kabound, Kabouya et les autres. Ils se disent, nous ne pouvons pas donner un autre nom en remplacement à Jean-Marc Kabound, parce que celui-ci, même s'il serait élu par le FCC, le jour où le FCC ne sera pas content, le jour où Joseph Kabila se réveillera d'un mauvais pied, il va faire la même procédure pour destituer encore une fois un cadre de l'UDPS. Donc pour eux, autant ne pas donner de nom. Le poste restera vacant jusqu'à ce que l'honorable Jean-Marc Kabound poursuive la chose en justice et qu'on lui remette son poste, sa fonction. Un autre courant, le courant de Jacquemain Chabani, de Papa Wakenda, de Paul Chilumbu, de Sylvain Mutombo et du constitutionnaliste André Mbata. Pour eux, le poste ne revient pas à Jean-Marc Kabound en tant qu'individu, mais le poste du premier vice-président de l'Assemblée nationale revient à l'UDPS en tant que parti. Donc, si l'un tombe, l'autre doit être relevé.
C'est-à-dire, maintenant que Jean-Marc Kabound a été destitué, quoi de plus normal, puisque le siège et le fauteuil revient à l'UDPS, quoi de plus normal que le parti désigne un autre nom pour remplacer celui qui a été destitué. Désormais, chers abonnés, je pense que vous pouvez suivre à travers votre chaîne. Nous vous l'annonçons, nous vous le donnons en information chaque jour. Désormais, il y a maintenant ces deux courants-là. Alors, dernièrement, le député avait aussi donné leur communiqué. Ils se disent, de manière, dans le plus bref délai, avant que le député ne puisse aller en vacances, le nom doit être donné de telle sorte que celui-là soit remplacé en place de Jean-Marc Kabound. Donc jusque-là, nous suivons un peu la situation à la loupe pour savoir l'issue de l'affaire. Mais sinon, l'UDPS est en conflit idéologique interne. Troisième menu, chers abonnés, vous qui nous suivez de partout, de Jobourg, de France, de la Belgique, de Londres, de Bruxelles, vous qui nous suivez de partout. Troisième menu, nous avons l'affaire Poison. L'affaire Poison, en soi, ça constitue deux positions. La première position, c'est au niveau du juge Raphaël Yanni. Le juge Raphaël Yanni est le président de chambre et le juge instructeur, du procès 100 jours. Le procès qui met en mal principalement les détenus, les prévenus Vital Kamere et Sami Jamal, qui est le DG de la société Samibo. Premier jour du procès, c'était au niveau des identités. Deuxième jour du procès, le 25 dernier, c'était au niveau de l'instruction. Question-réponse, pendant que les prévenus étaient en train de se défendre et de répondre aux questions qui opposaient la partie défenderesse et la partie civile, ainsi que le ministère public. Alors, le lendemain, 2 jours après le deuxième procès, la ville tout entière a appris la mort du juge Raphaël Yanni, le juge instructeur, c'est lui qui était en train de coordonner le procès. Tumulte comme d'habitude, désordre, questionnement, tension au niveau des réseaux sociaux. Toute la nation s'est demandé comment celui qui paraissait en bonne santé pouvait rendre l'âme alors que le pays a grandement besoin de lui. 2 jours après les procès, malheureusement, nous avons appris, toute la ville entière a appris que l'homme a rendu l'âme au niveau du centre Nganda. D'après le témoignage de son épouse, le juge était en bonne santé. Rentré à la maison, il a pris son repas comme d'habitude. Vers tard la nuit, si je ne me trompe pas, aux environs de 22 heures, le juge a commencé à sentir des malaises. Des malaises liés peut-être à la nourriture, peut-être à un malaise au niveau de l'estomac. C'était déjà difficile d'éventrer les bois à ce niveau-là. Alors, depuis ces malaises, il a commencé à tournoyer sur les lits, à crier un peu de douleur d'après les témoignages de sa femme. Il sera conduit quelques heures après au centre Nganda. Malheureusement, d'après les témoignages toujours de son épouse, il n'est pas arrivé au centre Nganda vivant. Malheureusement, le juge a rendu l'âme. Tumulte, désordre, questionnement, beaucoup de bruit au niveau des réseaux sociaux, au niveau des médias. Nous nous sommes posé la question, au moment où le pays avait réellement besoin de ces juges-là, il est mort arme à la main. Nous avons tous attendu. La famille a demandé l'autopsie. L'État congolais lui-même a demandé l'autopsie. Et nous avions attendu le résultat. Pas plus tard qu'avant-hier, mesdames et messieurs, on nous a annoncé l'autopsie, selon laquelle le juge serait parti, serait mort, bien sûr, le juge serait décédé d'un empoisonnement. Il y a maintenant beaucoup de désordre au niveau de la ville, puisque beaucoup de questions sont soulevées. L'empoisonnement du juge. Qui pourrait être bénéficiaire de cet empoisonnement? Qui voulait à ce que le juge ne voie plus le soleil? Qui voulait à ce que le juge traverse l'au-delà? Avec quel intérêt? Avec quelle vision? Des questions qui restent non répondues. La situation, elle est un peu de manière alarmante, puisque l'État congolais, au niveau des instances judiciaires, ils essayent de voir qui remplacer. Et celui qui sera remplacé, il y aura obligation de repousser le procès, puisque celui-ci est prévu pour demain, le 3. Y aura-t-il l'obligation de repousser le procès? Y a-t-il déjà désignation d'un juge qui doit remplacer Maître Raphaël? Ou cela demandera encore un peu plus de temps? La problématique reste pendante, mesdames et messieurs, puisque la situation est délicate.
alors que Vital Kamerhe avait encore une fois initié une demande de liberté provisoire, ce qui, normalement, bon, à chaque habitude, lui a été rejeté. La situation reste un peu pendante puisque nous vous rappelons, mesdames et messieurs, que cette fois-ci, pour le troisième procès, il y aura intervention de témoins. Le juge, les avocats ont appelé à comparaître des personnalités du pays telles que M. Bitakwira, qui était à cette époque-là ministre du Développement Rural. C'est lui qui a été le premier à contracter cet accord avec M. Sami Jamal. Il y a aussi M. Deo Gracias Mutombo qui doit passer à la barre, respectivement les directeurs de la Banque centrale. Il y a M. Nicolas Kazadi qui est coordonnateur du programme de 100 jours. Et les deux personnalités les plus attendues de tous les Quinois, Madame Hamida Chatur Kamerhe qui doit passer à la barre, ainsi que la demoiselle Soraya Mpiana en tant que détentrice d'une parcelle contractée par Sami Jamal au niveau de la concession Utex Africa, la parcelle, un espace vide qu'on appelle B de Ngaliema, qui appartiendrait à Soraya Mpiana. D'après les accords autour du programme de 100 jours, je pense que le procès pourra nous élucider tous ces mystères. Et enfin, pour terminer, mesdames et messieurs, encore un problème qui inquiète toute la nation, encore un problème qui inquiète les Quinois en particulier, un problème qui inquiète encore une fois la famille biologique du chef de l'État, toujours dans le cadre du poison. Qui serait ou quoi qui serait à la base de la mort de collaborateurs du chef de l'État? Mesdames et messieurs, nous vous annonçons de manière officielle et de manière chiffrée, plus de 23 collaborateurs du chef de l'État ont perdu la vie depuis le 24 janvier 2019. Le 24 janvier 2019, date à laquelle le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a prêté serment devant la nation. Il est devenu officiellement président de la République. En passant par Madame Monique Kitoko, en passant par Monseigneur Gérard Moulumba, sans compter le bâtonnier Mukendi, sans compter tout ce dont nous avons connu, entre autres M. Claude Molicho. Mesdames et messieurs, nous avons eu à pleurer et à enterrer le directeur de la maison civile. Nous avons eu à enterrer des éminents professeurs qui travaillent au niveau de la présidence. Mesdames et messieurs, la question reste encore une fois pendante. Poison ou officiellement coronavirus. Nous avons, mesdames et messieurs, nous allons vous montrer en image l'intervention médiatique au niveau de la RTNC de monsieur porte-parole de la présidence, Kasongo Mwemba Yamba Yamba. Pour le doyen de la communication Kasongo Mwemba, il dit « Jusque-là, il n'y a aucune preuve scientifique qui atteste de la présence d'un quelconque poison au niveau de la présidence. La présidence est un des lieux les plus fréquentés. Et c'est tout à fait normal que le regard soit fixé vers la présidence, puisque c'est la première institution du pays. Alors, c'est l'espoir de tout un peuple. Lorsqu'il y a hic, lorsqu'il y a problème, c'est tout à fait normal que les yeux soient rivés vers là. Mais jusque-là, il n'y a pas poison. Nous avons assisté aux enterrements de 3 ou 4 collaborateurs, contrairement à ceux qui ont l'habitude de compter par-ci par-là. Et ça fait peur, selon M. Kasongo Mwemba, ça fait peur, mais prudence oblige, il n'y a pas d'autre choix, il faut laisser les institutions du pays entre les mains de Dieu et entre les mains des experts. Au niveau de la présidence, il y a des médecins qui peuvent suivre au niveau du poison, il y a des toxicologues, il y a aussi ceux qui sont coordonnés à suivre l'évolution de la maladie à Covid-19, pour éradiquer cette maladie au niveau de la présidence. Il y a des mesures qui ont été renforcées, entre autres, comment je peux dire, l'effectif ou le nombre des administratifs très limité, 2 ou au maximum 3. Il y a aussi le portail de désinfectation, le portail de désinfectation de telle sorte que personne n'est épargné, le chef de l'État jusqu'au dernier ouvrier, tous passent par ces portails pour qu'ils soient désinfectés. Et on lave aussi régulièrement que possible le main pour éviter cela. La situation serait peut-être un peu inquiétante, mais néanmoins, c'est comme ça, c'est repris et c'est comme ça. Donc la situation elle est un peu alarmante. Il y a au total, comme nous vous l'avons dit, 23 collaborateurs du chef qui nous ont quittés. On soupçonne déjà, hein, chers abonnés, vous qui nous suivez de là, on soupçonne déjà
Madame Denise Nyakirou, qui est notre première dame, qu'elle serait pas ici, elle serait à l'étranger, principalement en Belgique. La situation est tellement alarmante que Madame la première dame nous a quittés. Elle est partie en Belgique puisque question de prévention avec les enfants aussi. Donc la situation, elle est un peu comme ça. Du reste, mesdames et messieurs, nous sommes heureux de savoir que vous avez été nombreux à suivre notre analyse de la situation sociopolitique du pays. Nous avons, pendant une vingtaine de minutes, essayé de vous brosser la situation. Au menu, nous avons parlé du décès de M. Lougi Gizenga, qui était le secrétaire permanent du PALU. Il nous a quittés dans la nuit du 1er juin à 23 h au niveau de la clinique Ngaliema. Nous vous avons parlé du résultat de l'autopsie de juge, l'autopsie déclarée empoisonnement. Le juge nous a quitté, le juge Raphaël. Et maintenant, la tractation se situe au niveau, comment je peux dire, le fait d'élucider les mystères pour voir qui a empoisonné, de quelle manière, à qui profite ce décès. Il y a aussi le cas de Jean-Marc Kabound. Il s'est confié à la justice pour attaquer Jean-Jacques Mamba, disant que son procès ou sa pétition a été tachée de beaucoup d'irrégularités. Et Jean-Marc Kabound, qui vient de créer par sa décision une dissidence au sein du parti, les autres partis, entre autres M. Jacques Machabani, Paul Chilumbo, Sylvain Mutombo, le constitutionnaliste André Mbata, eux, ils se sont dit prêts à remettre un autre nom pour remplacer Jean-Marc Kabound au niveau du poste du premier vice-président. Il y a aussi le cas du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui dernièrement ici, au niveau le 33e conseil du ministre, il a été favorable à la réouverture de bars et restaurants pour que l'économie de notre pays ne puisse pas tellement saigner. Au micro, mesdames et messieurs, c'était votre humble serviteur David Aigle, jeune conscient. Nous avons connu la coordination technique de l'ingénieur Igor Tsingui sous la réalisation du mignon de la presse Jérémy Kingani. Nous profitons aussi pour remercier notre boss un peu plus Mpata depuis la France, sans oublier le personnel ou bien de personnes par-ci par-là qui ne cessent de nous soutenir. Là, je vois Papa Léon depuis France, merci beaucoup pour vos encouragements. Là, je vois Papa Lucien Ekofo, l'homme qui assure toute la République, ainsi que Maman Elie Ekofo. Là, je vois le seul sénateur de la République, Maître Guy Lowando Widal. Beaucoup de remerciements de votre part. Nous voyons aussi l'ingénieur, surtout, nous ne vous avons pas oublié, l'ingénieur Eder Zola, à côté du chef. Depuis la diaspora, merci beaucoup pour la technique et vos encouragements. Nous n'oublions pas non plus l'habillement, le connaît parce qu'il est le seul à connaître l'habillement Tocoforme depuis Belgique. Nous ne vous oublions pas, recevez le salutation de l'ingénieur Ntingui qui n'a pas oublié de penser à vous. Vous aussi, vous n'allez pas oublier de penser à lui. Tocoforme, l'habillement a un nom. Alors, mesdames et messieurs, nous promettons de vous retrouver incessamment pour une autre actualité médiatique. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt.